Bonsoir. Bonsoir Tassadit. On a le plaisir de recevoir Tassadit Imash pour ce nouveau roman qui s'appelle Des cœurs longs. Voilà, Tassadit, c'est la première personne à avoir été invitée au Guillemet il y a 30 ans maintenant, je crois. Non, je n'y pas, mais je suis très heureuse d'être là. Mais tu es encore très jeune. Donc c'est un peu un événement parce que c'est elle qui a inauguré cette activité qui s'appelle l'ACB ouvre les guillemets à un écrivain pour son premier roman, je crois. Et depuis, elle n'en a pas écrit beaucoup, elle en a écrit 5. C'est le 6, c'est le 6e, mais c'est vraiment du travail de précision. On comprend quand on lit pourquoi elle écrit si lentement, c'est parce que c'est vraiment du travail d'orfèvre. Alors, donc elle a écrit 6 livres, je l'ai dit. C'est pas un auteur à succès commercial, etc. Mais c'est quelqu'un qui a un univers. Tassadit Imash a un univers qui provient aussi de son vécu. Dans une interview que je lui ai faite, parce que la dernière fois qu'on l'a reçu ici, c'était en 2009, je crois, pour un roman qui s'appelle Des nouvelles de Cora. Et alors, dans la foulée, je lui avais fait un entretien pour le soir d'Algérie. Et je disais la chose suivante, je crois que ça reste valable. Écrivaine discrète et pudique, elle ne cesse depuis des années d'interroger ce qu'il y a d'humaniste dans sa double appartenance, née dans le conflit d'une mère française et d'un père algérien, en pleine guerre d'indépendance. Elle porte cette race dans sa chair et naturellement dans ses romans. Alors, dans toute son œuvre, il y a cette ligne de fracture qui parcourt un peu tout son travail. Et on retrouve aussi cette ligne de fracture dans ce nouveau roman qui s'appelle Des cœurs longs, qui est l'histoire de deux frères, une sœur et un frère, qui se retrouvent à la mort du troisième frère. La fille s'appelle Bianca, le garçon s'appelle François, mais on va voir que c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a toujours un tiroir dans l'écriture de chez Tassadit Imash. Et il y a le jeune Tahir qu'on appelle Titi, qui vient de mourir, qui était un peu un SDF, etc., qui est mort dans une ville au bord d'un lac. Et donc les deux frères se retrouvent à cette occasion, donc dans des circonstances qui ne sont pas très très joyeuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc à partir de là, on va remonter toute leur histoire, celle de leur maman aussi, qui est un personnage très intéressant. Voilà, donc voilà, je t'ai présenté très brièvement. Maintenant, tu vas peut-être nous parler du livre, peut-être commencer déjà par nous lire des extraits pour planter un peu le... J'ai proposé à Reski, parce que vous ne connaissez pas forcément mes livres et mon écriture, que peut-être je lise des passages. Et puis comme ça vous installe peut-être dans l'atmosphère du livre, parce que si j'écris, ça ne veut pas dire que je parle forcément très bien de mes livres, donc je vais vous lire des extraits. Donc effectivement, Bianca et François se retrouvent au bord d'un lac d'une ville de province, et il y a aussi une tension autour du fait qu'ils ne savent pas que ce soit le frère ou la sœur, mais aussi leur mère, qui est partie il y a plusieurs années pendant qu'ils étaient adolescents, que chacun à un moment est parti et a fait son propre chemin. Et en fait c'est un peu des retrouvailles forcées à l'occasion des obsèques de ce jeune frère.
Et la question non silente, c'est est-ce que leur mère, qui doit avoir appris quand même la disparition de son enfant et de leur jeune frère, est-ce qu'elle viendra? Le ciel a la couleur du lac, indécise. La montagne a perdu de sa masse. Elle semble se retirer dans le décor. Quel équipage, pense Bianca en regardant son frère venir vers elle. François tient maintenant la cage à bout de bras. Toi, grand frère sévère, moi gentil Lascar, se moquait Titi lorsqu'ils habitaient encore au Sureau, se contorsionnant pour échapper à l'empoignade de l'aîné et filer avec les copains du quartier. François reconnaît le visage ancien de sa sœur. Sous les sourcils froncés, ce regard qui vous ignore, la bouche impatiente à dire ce qui vient. Un masque prophétique qui l'exaspérait autrefois. Bianca a 15 ans, plantée au milieu du living, une figure de proue avant la salve impitoyable des mots. Elle ne tardera pas à lui délivrer ses oracles. Il s'y est préparé. Bianca a toujours préféré la vérité au sentiment. Elle seule cloue les mots dans le cœur des gens durablement, lui avait-elle écrit un jour, dans une lettre mouvementée, pleine de ratures. Aujourd'hui, les yeux de Bianca ont perdu de leur intensité, sa voix de son tranchant. Avec les années, l'inquiétude a creusé entre les sourcils une entaille profonde. Hier soir, dans la lumière tamisée du restaurant, il a eu la vision fugitive d'un visage sur le point de se fendre. À sa connaissance, elle vit seule. Est-elle malheureuse? Bianca a fréquenté des hommes qu'il a aperçus inopinément. C'est à la maternité, pour la naissance de Mina, que Célia a fait la connaissance de sa sœur. Il faut reconnaître qu'ils ont presque réussi à se perdre. Le territoire originel est trop ancien, l'emplacement des trous d'eau et des sables mouvants presque effacés. Et aujourd'hui, ces retrouvailles forcées au bord d'une tombe. En réalité, ils poursuivent leur marche d'ahurie autour de ce lac, sans pouvoir se dire un mot. Iris sera-t-elle là pour les obsèques? Les pompes funèbres n'attendent plus que l'autorisation des autorités pour l'inhumation. D'un jour à l'autre, Titi sera enterré. François s'est occupé de tout, mais a-t-il essayé de retrouver leur mère? Au bord de l'eau, il admire encore le décor, le demi-cercle en noir et blanc des montagnes sur les nuages roses, la jolie carte postale du lac. Il a tout son temps, un vrai touriste. Se rend-il compte qu'il est le dernier homme de la famille? Bien planté, le regard confiant, il n'a pas l'air d'avoir poussé sur le béton des cités. Elle se sait impatiente, fébrile, sombre, le physique de la susceptibilité, d'après leur mère. Autrefois, on ne les devinait jamais frères et sœurs, sauf quand Tahir était à côté d'eux, si typé, le préféré de maman. Par contraste avec lui, Bianca et François se ressemblaient soudain. C'est François qui s'interroge. Est-il libre aujourd'hui? La question de sa sœur l'a contrarié. Il s'est surpris à y penser sans cesse. Au milieu des gens, il lui arrive parfois de se sentir seul, détaché. Il y avait eu ce moment troublant, à la fin des années 1990, était-ce en 2000, avant le 11 septembre en tout cas, où il avait compris que les gens autour de lui estimaient que des choses le concernaient particulièrement, lui et les siens. Il se souvient surtout de cette émission politique. Il était encore sur le plateau, il démontait la lumière. Collés à leur siège, les invités de l'animateur tardaient à se lever et à partir. Des hommes et des femmes de la génération de ses parents. Une brochette de fin de siècle pour des sujets rebattus. Une universitaire, un éducateur, 2 artistes, tous issus de l'immigration. Il les avait déjà vus dans d'autres débats. On se les repassait de chaîne en chaîne, dès qu'il était question de jeunes de banlieue, de la délinquance, de l'islam. Un panel des obsessions du pays qui tournait en boucle depuis un moment. Quand ça va mal, on commence à regarder de plus près qui fait partie ou pas de la famille, aurait dit leur mère. Il avait suivi la conversation malgré lui. D'un ton paternaliste, le journaliste venait de dire « Vous revenez de loin ?» Il estimait que l'appellation « minorité visible »
employée par un confrère lors de l'émission était positive, mais ses invités non, lui avait-il semblé. Il ne le leur avait pas dit tout à l'heure, mais il le leur disait hors antenne, aimablement. Il faut voir la réalité en face. Les gens en ont assez des plaintes et des récriminations, toute cette victimologie ambiante, ces démangeaisons mémorielles cycliques. L'universitaire, une femme menue, au regard vif et au visage adolescent, avait pris la parole d'un ton ferme et calme. Choisis par les uns, subis par les autres, les mots ont du sens. Beurre, dans les années 80, a succédé à Maghrébin, une fois refoulé le nord-africain de l'ère coloniale. Et aujourd'hui s'impose musulman, enflé, abusif, comme une injonction identitaire ou un nouveau stigmate. Essayez au moins d'être exact dans l'étiquetage. Dites nos concitoyens issus de l'immigration maghrébine ou les descendants français de nos anciens indigènes nord-africains et subsahariens. Tandis que le journaliste s'agitait sur son siège, elle ajouta que l'appellation minorité visible était un emprunt aux Canadiens, inapproprié, illégitime ici. Chez nous, cette expression rendrait surtout invisible l'histoire commune, avait-elle conclu. Oui, alors moi aussi je voulais lire un petit passage. Un dimanche, au jardin des plantes, j'ai interrogé ta grand-mère. Pourquoi m'avez-vous appelé Marceline? C'est laid, c'est ringard, même pour une moitié d'arabe, ça fait faux. Elle m'a répondu que c'était à cause de Léonie, sa mère, et aussi pour faire plaisir à Marcel, le frère de son père. Elle m'a raconté, quand j'ai osé présenter mon arabe à ma mère, elle m'a dit qu'on jetterait des pierres à nos enfants plus tard. Lui n'a pas entendu. Quand tu es né, ton père a voulu te donner le prénom de sa mère, Fatma Iraten. Imagine, en pleine guerre d'Algérie, j'ai dit non, c'est Marceline Chénaud. Je voulais que quelqu'un de ma famille vous aime. Et ensuite, elle m'a parlé de l'oncle Marcel. Ça remontait à l'Exode pendant la guerre de 39. Quand elle avait dû fuir Paris avec sa mère, elle avait 7 ou 8 ans. Papa avait été réquisitionné, il était cheminot. On est parti à pied, ma mère et moi, se cacher chez tonton Marcel, le frère de papa, qui avait une ferme. Les avions allemands ont mitraillé la route autour de nous. Les gens hurlaient, tombaient fauchés par les balles, se jetaient dans les fossés. Arrivés à la ferme, on était blanches de peur toutes les deux. L'oncle Marcel nous a fait une omelette. Moi, j'ai pas faim, je peux pas ouvrir la bouche, je parle plus. Je revois sans cesse la femme dans le fossé, le ventre ouvert. Je vomis tout dans l'assiette. Ma mère m'a giflé, alors tonton Marcel m'a pris sur ses genoux et m'a embrassé pour me consoler. Des années plus tard, je suis revenu le remercier. C'était au début de la guerre d'Algérie. Il a bien voulu serrer la main à ton père. Mohamed Iraten était tellement heureux qu'il a repeint toute la cuisine de tonton Marcel pour pas un rond. À la fin de son récit, j'ai demandé à ta grand-mère ce qu'était devenu le bon tonton Marcel. Après, dans son histoire, c'est vrai que j'avais dit ça d'un ton ironique avec un mauvais sourire. Il est mort comme tout le monde, comme ton père, et le tien, ai-je répliqué. Mon père était mourant, on m'a fait chercher pour le veiller. Moi, la fille perdue, le mouton noir de la famille, la concubine du Nord-Africain. Papa m'avait réclamé, j'étais auprès de lui quand il est mort, moi. Voilà. Alors là, c'est juste pour vous donner une idée un peu de l'atmosphère de ce roman, qui est, je voulais juste ajouter une chose avant de poser des questions à Tassadit Timash, c'est cette fracture qui continue dans la génération des années 2000, des années 2000, parce que dans d'autres romans, elle a traité cette question. Il y a un mot qui est extraordinaire dans ce roman. À un moment donné, François dit à Bianca, parce qu'elle fait une thèse, et puis elle a repris le nom de son grand-père, Iraten, au lieu de s'appeler Bianca Chénaud, elle s'est appelée Fatma Iraten pour faire sa thèse. Il découvre ça et il lui dit qu'est-ce que c'est que ce trafic d'identité. Et je crois que c'est le mot qui
qu'est-ce que c'est que c'est-à-dire le fait de changer, de retrouver ce nom. Alors, ma première question, Tessa dit, pourquoi ce titre, Des cœurs longs? Alors, Des cœurs longs, parce que je pense qu'il faut, en tout cas pour ces personnages, finalement, à travers les générations, on retrouve à la fois la même quête de reconnaissance, mais qui est aussi une quête d'amour et qui est une question importante qui est un peu au cœur du livre, c'est-à-dire est-ce qu'on peut continuer à avancer en acceptant sans être aimé? Est-ce qu'on peut faire son chemin seul quand on a en charge en fait un héritage lourd, qu'un héritage aussi douloureux, auquel on est fort tenté d'échapper. Enfin, en tout cas, c'est le premier livre où j'ai confronté la génération aussi, la génération de nos enfants, enfin de mes enfants, François et Bianca. Alors, excusez-moi. Le choix des prénoms est important parce que Iris Marceline, qui elle-même a choisi... Iris, c'est la maman. Hein. Voilà, c'est ma génération, hein, disons-le, voilà, plus très jeune, mais qui donc choisit le prénom de François dit-elle, parce qu'elle dit François, ça traverse les époques sans encombre. Bianca, elle le relie plutôt à la littérature. Hein, pour elle, c'est Blanche, de Blanche ou l'oubli, d'Aragon, qui est un roman dont elle dit à ses enfants, c'est un roman que j'aimais beaucoup, j'aimais ce prénom, et elle appelle sa fille Bianca quand même, elle l'appelle pas Blanche. Et puis, Tahir, il y a quelque chose de lourd et de presque secret autour de ce prénom, puisqu'elle dit Tahir, c'est pour mon père, à cause de moi. Et donc, dans cette histoire de deuil, en fait, de perte donc, du jeune frère, comme souvent, ce décès, cette perte et cette disparition, elle réveille aussi une autre perte et d'autres deuils, et notamment le grand-père disparu dont ils ne savent pas grand-chose. Ils ne savent pas non plus grand-chose de cette grand-mère française, un grand-père algérien, et de cette grand-mère française, dont on comprend à un moment du livre qu'il y a eu que toutes ces personnes sont marquées par l'abandon, à une époque où les choses ont été dures, ont été violentes et douloureuses, puisque en fait toute cette généalogie elle commence au moment de la guerre d'Algérie, et le couple initial, comme tout couple et comme toute histoire, on espère qu'il y a eu quand même un moment d'amour, même si cet amour manque de crédibilité quand on voit la suite de l'histoire, et quand on s'interroge sur de quoi était faite cette rencontre improbable entre un ouvrier algérien au début de la guerre d'Algérie et une jeune Française qui tombe amoureuse de cet homme. Mais des années plus tard, aux générations suivantes, finalement cet amour on ne le comprend pas, l'homme a disparu tôt, et il y a tous ces personnages, comme nous tous, vivent aussi sous l'emprise de l'histoire familiale, mais aussi de l'histoire collective. Et dans ce livre, François et Bianca, on voit qu'ils ont eu la tentation de faire leur propre chemin, de faire leur vie, d'inventer leur propre identité et de faire des choix qui n'auraient rien à voir et qui seraient très loin finalement de leur histoire. Je suis très bavarde, Aristide. Non, c'est très bien. Voilà, c'est une question qui nous a emmenés. Oui, alors je voudrais revenir un peu en arrière. Marceline quitte le foyer au moment de l'adolescence de ses enfants. Au moment de l'adolescence. Oui. Et voilà pourquoi elle est partie. Pourquoi elle laisse ses 3 enfants vivre dans une cité, oui. Dans un appartement HLM dans une cité. Pourquoi elle part?
L'explication qu'elle donne à ses enfants, c'est que alors c'est ce mouvement, en tout cas, cette nécessité de... Elle le représente comme un projet où elle a besoin d'amour, elle veut partir et elle veut... C'est une tentative d'échapper, c'est une fugue d'une mère qui peut-être fuit au moment de l'adolescence où nos enfants se tournent vers nous et nous questionnent. Et c'est le moment d'ailleurs où ils commencent à demander mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi? Moi je m'appelle François, elle Bianca, lui Tahir, il porte quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et nous n'avons ni oncle ni tante. L'histoire de la génération, les grands-parents, on n'en sait rien. Et toute cette histoire, elle pèse. Et pour moi, Marceline, Iris, c'est la fuite. Hein, c'est la fuite, c'est échapper. Et à la fois, peut-être, à un moment du livre, plutôt vers la fin du livre, où les enfants comprennent en partie, le lecteur peut-être plus que François et Bianca, je l'espère, que c'est aussi par amour qu'elle est partie, pour emporter avec elle. Elle dit j'ai emporté avec moi ma peine et ma faute, et peut-être pour que vous ayez la chance de vous construire votre propre vie sans être comme moi en charge de cette histoire, de cet héritage qui est réveillé à chaque fois, non seulement quand il est question de l'histoire du passé, de la guerre d'Algérie, de l'immigration, mais d'une actualité aussi, une actualité qui ne vous laisse jamais en paix, qui a commencé au moment de l'affaire du foulard, après il y a eu la guerre du Golfe, comme si toutes ces histoires, toute cette actualité, sans cesse, vient réveiller des blessures, vous oblige aussi, où vous êtes interpellé. Hein, je pense que quand on s'appelle François ou Bianca, on est peut-être moins exposé que Tahir. Alors j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage, finalement, il existe dans le souvenir qu'en restituent Bianca et François, et pour moi, Tahir, c'est celui qui pose la question un jour et qui sème donc le trouble en disant mais et mon grand-père l'Algérien, où est-il enterré? Voilà, c'est l'enfant qui pose cette question, première des questions qui vont fracturer, enfin qui vont fissurer à la fois l'image de famille comme une autre, et cette mère finalement qui pensait que moi, je suis frappée du fait que ce qu'on transmet le mieux à travers les générations, ce sont justement ces silences. C'est le silence, c'est la capacité aussi à un moment dans le livre, François et Bianca disent en société, ils ont appris en société finalement à pas trop s'exprimer. Ils ont appris à se protéger de certains sujets de société hein, où ils peuvent être interpellés. Voilà. Ils disent nous, on est comme des aveugles et des muets. On est surtout doués pour décrypter les silences des gens et les signes, hein, tout ce qui renvoie. Voilà. Mais j'ai envie de dire, dans ce livre-là, c'est la première fois, et d'ailleurs ça m'a coûté assez cher, hein, j'en parlais tout à l'heure avec Areski, c'est la première fois que j'ai des personnages qui parlent un peu plus, qui prennent la parole, qui parlent aussi un petit peu de politique, c'est pas le cas dans les autres livres. Voilà, alors pour revenir à la question de Kerlan, c'est le temps qu'il faut pour à la fois avouer que on a quand même besoin d'amour, quoi. Pas seulement de se battre tout le temps, quoi, pour se construire, pour exister, il y a besoin d'amour. Et puis, ils ne nous aiment pas. Tant pis, quoi. Il faut avancer, il faut continuer, il faut faire sans être aimé, quoi. Voilà, ce livre-là, il dit ça. Voilà. Oui, alors là, c'est l'occasion de dire que, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est un roman où les situations sont très violentes, mais les personnages ne le sont pas du tout. Au contraire, les personnages sont très doux, etc. Et il y a une espèce
dichotomie comme ça qui est très impressionnante, de voir des gens qui vivent des choses hyper violentes, des situations comme ça, et puis c'est raconté avec beaucoup de douceur et même beaucoup d'amour, parce que Saadi Timash est arrivé à rendre l'amour entre ces personnages, c'est-à-dire on sent beaucoup d'amour entre eux. Mais dans le duo François-Bianca, pourquoi c'est Bianca qui a le plus d'attachement aux racines, à cette question de l'identité, etc. Question piège. C'est quelque chose que je connais bien de l'intérieur, moi. Ça. Voilà. Je ne sais pas, peut-être les liens entre les filles et leur père, je ne sais pas, c'est peut-être... Bianca, c'est des deux, c'est aussi celle qui est la plus dure, hein, parce que c'est celle qui choisit un homme avec lequel elle n'aura pas d'enfant, elle dit qu'elle n'en aura pas, et le choix qu'elle fait, même si elle lutte socialement, à travers, quand elle revendique de prendre un nom, elle va prendre le nom du grand-père, hein, et puis elle dit, bah, ils ne nous aiment pas ici, c'est pas grave, si je ne peux pas être chercheur français, parce qu'en fait, elle prépare sa thèse à l'université, et s'ils ne veulent pas d'un chercheur français qui s'appelle Iratel, c'est pas grave, j'irai creuser la matière, son sujet, j'irai le creuser ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre, j'irai ailleurs, quoi. Et elle choisit un homme aussi parce qu'il y a aussi dans ce livre une histoire d'amour particulière où finalement elle va choisir un homme qui est à l'écart de la société, qui vit en marge, qui vit dans un très retiré, dans une forêt entourée de livres, qui écrit, qui est un homme blessé aussi, dont on comprend qu'il a eu un passé politique, qui est sorti de prison il y a longtemps, et qui est quelqu'un qui lit, qui dessine, et avec lequel elle pense pouvoir être à l'abri. Alors, il n'y aura pas d'histoire, c'est quelque chose qui est hors de la société, c'est quitte à ce qui est... Peut-être ça rejoint aussi le rôle le plus évident de l'amour, et qui la ramène à ses origines. La seule chose qui peut, comme ça, faire éclater qui se soucie plus ni des gens, ni des regards, ni des mots. On revient à la rencontre originelle entre Marie et Mohamed. Hein. Alors il s'appelle Marie et Mohamed en plus. Bon. Mais la figure, le couple des grands-parents, donc il y a forcément eu, à l'origine de cette histoire, il y a eu un amour, quoi. Mais elle aimait cet amour-là à l'écart de la société, et elle dit qu'elle n'aura pas de famille. Tandis que son frère, François, il a Célia, il a une petite fille, et finalement c'est lui qui va ouvrir la maison un peu à sa sœur. Mais c'est tous des personnages qui sont dans une certaine solitude. Mais c'est pas une solitude, en tout cas la joie, et ils sont dans une, ils sont quand même très vivants, mais ils ont appris à se protéger, Alors comme je disais, ce ne sont pas des victimes, ce sont des lutteurs, ils sont issus de lutteurs. La question de la victime, la victimation. Voilà, c'est vrai qu'ils ne vivent pas leurs conditions, leur déchirement, etc., comme étant quelque chose comme étant les victimes de quelque chose, quoi. Au contraire, ils essayent de lutter, c'est des lutteurs, tu le dis bien. Oui, alors là, elle veut aller, si on n'en veut pas en France, elle veut aller aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Tu m'offres l'enchaînement pour je puisse te comparer à Bianca, parce que toi, tu es quand même une écrivaine maintenant confirmée depuis des années, mais tu es plus connue à l'étranger qu'en France. On travaille davantage sur ton œuvre dans beaucoup de pays européens qu'en France. Le paradoxe, c'est qu'en fait, je suis reconnue à l'étranger comme auteur français.
comme auteurs français et des gens qui travaillent sur la littérature sont intéressés par cette écriture, cette littérature française actuelle, voilà. Et j'en fais partie, et plus seulement parce qu'on a peut-être tous en tête aussi qu'il y a aussi toutes ces traditions de littérature. À un moment, je m'étais demandé au début des années 90 si on n'était pas une sorte de... On succède à cette littérature maghrébine, d'expression française, d'origine... Enfin, on a connu toute... voilà, et qu'on était passé maintenant comme si, voilà, né ici et n'ayant jamais connu que cette langue, ayant écrit dans cette langue, on faisait partie d'une sorte de francophonie intérieure. Voilà, on est auteur français, on a un nom algérien, maghrébin, donc forcément, on doit avoir une sensibilité particulière, on doit avoir des thématiques particulières. Moi, mes thématiques dans tous mes livres, moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, comment l'enfermement dans une histoire. C'est vrai que mes personnages sont toujours en train de se questionner sur leur identité, mais en tant que personne, et aussi sur la question de la mémoire, et voilà, et surtout comment échapper à l'enfermement dans l'histoire, mais aussi dans des lieux emblématiques aujourd'hui qui sont repérés comme, voilà, depuis un moment quand même, hein, comme la banlieue, comme les cités, les quartiers populaires, etc. Comme si ça définissait aussi culturellement une catégorie que si un auteur il a grandi, s'il est passé, même s'il n'y vit plus, ça donnerait des indications, il y aurait une identité du livre particulière. Voilà. Donc je disais à Reski, c'est vrai que là je suis ravie parce que je vais rencontrer des étudiants espagnols, je suis invitée à l'université de Valencia et ça me va très bien. Voilà. Mais je dis ça sans amertume. C'est comme ça, chacun construit son... Et je dois dire que j'ai confiance quand même dans la génération suivante, les jeunes, parce que, notamment avec l'histoire de la publication de ce livre, je me suis rendu compte que il y a des lecteurs qui lisent ce livre beaucoup en étant qui ne sont pas sous l'emprise, hein, comme ça, d'une espèce de grille sociologique ou avec un préjugé, quelque chose qui pèserait sur la lecture et qui empêcherait un lecteur, finalement d'ici, de s'identifier tout simplement à des existences, à des situations, à des expériences comme perdre un parent, la question de l'amour, voilà. Voilà, qui pourrait dire ça sans... voilà. Et j'ai l'impression que, à partir du moment où on aime la littérature, où on lit, heureusement ça existe toujours, hein, des lecteurs comme ça. Voilà. Alors, il y a autre chose, en fait, on peut en parler comme on peut ne pas en parler. Tu as changé d'éditeur pour ce livre. Non, ce qui est en fait, je racontais à Reski, parce que je suis en train d'écrire là-dessus, il m'a fallu 5 ans pour digérer quand même le coup, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment, on m'a renvoyé sur mon travail, donc voilà, c'est le 6e livre, on m'a renvoyé une espèce de lecture-analyse où je trouvais que j'avais été bien lue quand même, hein, en me disant voilà, toi tes personnages à travers les livres, ils réfléchissent le corps social qui est marqué par l'histoire de l'immigration, par la guerre d'Algérie, par voilà. Voilà, t'es là, tu nous ramènes cette histoire à ta manière, parce que moi ce qui m'intéresse c'est l'intime, hein. Je fais pas des livres de militants, je travaille vraiment voilà, sur l'intime. Et d'ailleurs, c'est une écriture assez... Voilà, c'est un univers de l'intériorité, hein, c'est pas... voilà. Et donc, on m'a dit, voilà, tu nous ramènes encore, d'une manière ou d'une autre, tu trouves le moyen de nous ramener cette histoire dans des petites choses, dans la façon dont les personnages communiquent pas, voilà, leur façon d'être, et voilà. Ça, c'était en 2012, hein, en 2012. Et finalement, ça concerne qui, ça, aujourd'hui, 2012 ? Ça concerne qui? Et quelque chose comme ça, de livre en livre, voilà la phrase qui m'a beaucoup saisi, de livre en livre, tu ne nous désignes pas d'issue. Pas d'issue. Alors c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup saisi, frappé, affecté, je dois dire.
Voilà. Bon, avec d'autres circonstances personnelles, il y a toujours comme ça dans la vie, hein, des choses qui coïncident, voilà, et qui viennent souligner. Mais ça m'a vraiment... Alors là, ça m'a donné à réfléchir, et je me suis posé la question, hein, c'est-à-dire que je me suis dit, effectivement, est-ce que tous ces personnages-là, finalement, où tout le monde ne pourrait pas s'identifier, hein, que ceux qui, je sais pas, qui ont le même nom, peut-être, ou qui ont traversé la banlieue, ou qui, voilà, finalement... à quoi tu nous sers? Voilà ce qu'on m'a demandé. Hein. Finalement, on m'a demandé, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui écrit tes livres, c'est pas très positif tout ça, c'est triste, c'est pessimiste, ça rappelle les... Mais tu pourrais quand même, tu pourrais être plus... peut-être bienveillante pour notre société, peut-être plus réconfortante, parce que les gens, ils veulent du réconfort. Voilà, et moi je ne suis pas réconfortante. Mais alors cette histoire de tu nous proposes pas d'issue, mais ça m'a miné, quoi. Ça m'a vraiment miné. Et puis je venais de terminer ce livre. Hein, il a à peine changé, c'est-à-dire que non seulement il n'y a pas eu de happy end, comme on aurait pu me le demander, mais j'en ai remis une louche. Voilà. Bon. Et ce qui m'a vraiment moins réconfortée, c'est qu'il y a eu des gens qui ont lu ce livre, qui n'ont pas besoin d'avoir grandi en banlieue ou d'avoir un préa, qui se sont sentis vraiment happés de l'intérieur, et voilà, et qui se sont sentis chez eux, et qui ont trouvé que ça résonnait par rapport à plein de choses aujourd'hui, hein, puis des choses qui se sont passées après, hein, en 2013, en 2015, voilà. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, on va peut-être écouter un peu si vous avez des questions à poser à Tassadit, ou des réflexions. Ou, je sais que vous n'avez pas encore lu le livre, enfin la plupart d'entre vous. Enfin, elle en a quand même assez bien parlé. Oui, voilà. Donc, très bien. Je vais faire un petit peu une petite analyse. Déjà, moi j'ai beaucoup aimé, parce que tu me l'avais déjà dit, ce qui concerne le silence de ton père, que tu avais beaucoup appris à travers le silence de ton père. Et quand tu parles de... Je te tutoie, excuse-moi. Oui, non. Quand tu parles de ce livre-là, je me rappelle que les premiers livres, c'était... Tu donnais la parole à ceux qui ne l'avaient pas vu. Et que là, on arrive petit à petit, enfin, moi je pense à quelque chose, justement, d'extrêmement, je ne vais pas dire joyeux, je cherche le terme, de positif, c'est que la parole est donnée à la génération qui arrive. Donc ça, maintenant, c'est à eux de faire le travail, maintenant. C'est comme si tu donnais le relais aux prochains qui vont écrire. Tes enfants, je ne parle pas de tes enfants personnels, mais de tes enfants écrivains. Voilà, des jeunes qui sont les enfants de tous les écrivains. Donc, je trouve ce livre très intéressant, que je n'ai pas lu, mais que je vais m'empresser de lire. D'abord, parce que c'est... en plus, quand tu dis qu'on écrit avec ce qu'on est aussi. Donc, forcément, il y a des racines qui sont dedans. Et... on changerait tous les prénoms, on dirait que le grand-père il venait d'Italie, il aurait eu des sabots, et voilà, on tombait dans l'arbre au sabot, on tombait dans... voilà, on serait pareil. Donc, ces gens, tu as laissé l'ouverture au lecteur, et ils se sont précipités dedans, en y mettant d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'œil qu'ils ont sur nous. À mon avis, c'est ça qu'ils ont pas supporté, ces lecteurs. C'est ces préjugés qu'ils ont, ces préacquis qu'ils ont, dès qu'ils prennent un livre. Je fais la même chose, j'essaie de me débarrasser de ça, mais on a tous, quand on prend un livre, des préacquis, des préjugés, et on commence à feuilleter. Et on se transporte dans le livre. Comme tu as sûrement, je ne l'ai pas encore lu, mais donné cette ouverture, ils se sont précipités dedans, et ils t'ont envoyé leur miroir, à mon avis. Hein. Tu as bien fait de réagir et de pouvoir, je ne sais pas si c'était bien d'en faire mettre une louche de plus, parce que je n'ai pas lu le truc d'avant, mais tu as bien fait d'insister pour le faire naître. Quoi. Voilà. Oui. Madame, moi je crois que pour moi, ça me gêne beaucoup de parler d'un livre que je n'ai pas lu et d'une œuvre d'une façon générale et d'une femme écrivain que je ne, en réalité, connais pas très bien, c'est de réputation. Mais je voudrais juste vous préciser quelque chose. Je vous ai entendu dire que passer de personnages silencieux à des personnages, si j'ai bien compris, hein, à des personnages qui parlent, ça vous a coûté. Qu'est-ce que ça a pu vous coûter
sur le plan de l'écriture et sur le plan humain, de quoi vous êtes délesté, qu'est-ce que vous avez abandonné. J'aimerais bien avoir un peu plus ce registre. Bonne question, Nadja. C'est une question. Je crois que tous ces personnages, ils étaient, au travers justement des premiers livres et jusqu'à ce livre, comme un interdit finalement posé aussi par eux-mêmes, hein, c'est comme noué de l'intérieur, et que moi je mets en lien aussi avec à la fois la question de la légitimité. Vous voyez, comment on peut ne pas se sentir soi-même assez légitime pour prendre la parole, pour répondre à l'autre. Alors déjà la question de la légitimité. Alors qu'est-ce que nous ont transmis nos parents? Moi, mon père n'était pas un homme faible, hein, mais c'est vrai que c'est un homme qui ne parlait pas beaucoup, mais pour moi c'était un homme de la vie, c'est-à-dire qu'il représentait le courage dans la vie, hein, que ça, sur son parcours, hein, que ça soit de partir de chez lui enfant avec son père, d'avoir travaillé dans les mines du nord de la France. Mon père, c'est la vraie vie, quoi. Hein. Après la guerre, hein, la Seconde Guerre mondiale, voilà, y compris Monte Cassino. Après la France des années 50, qui était dure, qui était le racisme de l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui on a des choses à dire, mais il faut se souvenir, ceux qui se souviennent. Enfin, moi je suis née à la fin des années 50, donc, mais les années 60, il y avait encore, c'était là, palpable, hein, d'avoir un père côté de soi. Pour moi, mon père, donc c'était quelqu'un de fort, mais alors mon père, quand il prenait la parole, il y avait l'accent, hein, il y avait l'accent, et puis il savait ni lire ni écrire, voilà. Ma mère, c'était aussi quelqu'un de fort, puis c'était quelqu'un qui parlait, qui a d'abord défendu son homme, et puis après qui nous a défendus. Alors après, c'est toujours le problème avec les mères, elles choisissent les enfants, hein, contre le père, si le père devient la source des problèmes pour les enfants. Hein, ça, c'est la banalité, mais ça se présente quand même dans la vie. Et puis sur les autres générations, c'est... Voilà, hein, d'abord la question de la légitimité pour parler, pour répondre à l'autre, pour se mêler de cette histoire, voilà. Et puis aussi par rapport aux sentiments, parce que mon père nous aimait, mais il n'y avait pas sur cette génération-là, les hommes, les pères, ils n'étaient pas très démonstratifs, hein, voilà, on n'était pas dans dire les sentiments, mais on savait qu'ils nous aimaient, on le sentait, on savait aussi quand on allait avec lui dans la rue, au marché, etc., il était fier de montrer ses enfants. Vous savez, tous ces sentiments qui ne passent pas par le verbal, qui passent pas par le mot, mais à la communication, voilà, qui passent par autre chose. Et nous aussi, quoi, mais sur ces générations-là, au niveau des sentiments, c'est pour ça des cœurs lents aussi. En fait, on peut être aussi dans une économie des sentiments aussi, hein, voilà, parce que pour communiquer, pour dire seulement, faut avoir confiance aussi dans le monde, faut avoir confiance dans l'autre, voilà. Et dans ce livre-là, bon, François Bianca, ils ont une assise, hein, c'est la génération, voilà, il y a une assise. Même François, hein, dans son métier, puisqu'en fait il est technicien, il travaille pour le cinéma, la télévision, et voilà, c'est quand il travaillait sur une émission, là, lui il n'était pas impliqué, hein, mais il a quand même écouté ce qui s'échangeait entre les journalistes, et puis les gens qui étaient là, ils avaient quelque chose à voir quand même avec son histoire à lui, sa famille, etc. Quoi que vous fassiez, vous êtes impliqué dans la vie, dans le monde et dans la société. Et donc, pour les sentiments, il reste quand même pas trop bavard, on va dire. Hein, mais il se mouille plus parce que, voilà, sur des sujets où il faut parler, quoi. Parce que sinon on disparaît.
et que peut-être, comme tu disais tout à l'heure, la génération de ceux... moi, c'est vrai que mon premier livre, Une fille sans histoire, c'est un livre que j'avais, qui est proche, c'est pas d'une autobiographie, mais qui est très proche quand même de mon histoire, mais surtout 89, voilà, de la figure de mon père. Je sais que quand je l'ai écrit, je me suis défendue tout le temps, parce que j'avais écrit autre chose avant, des nouvelles, un poème, mais il m'a fallu ce livre pour être libre, pour écrire après, hein, pour travailler, pour construire voilà, un univers. Mais c'était cette génération où moi j'ai senti qu'on allait faire comme s'ils n'avaient pas existé, c'était pas des pertes. Voilà, ils disparaissaient, ils vont disparaître dans le paysage, avec leur histoire, avec leur parcours, avec tous... voilà, toutes... sont des gens extraordinaires qu'ils ont été, quoi. Voilà. Donc, mais alors, ça te coûte quoi? C'était la question de Najib, de passer du silence. C'est malgré moi, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont mes personnages qui ont pris la parole malgré moi. Et quand après, je me suis retrouvée avec... où finalement, quand on me dit « tu ne nous proposes pas d'issue, tu devrais servir à quelque chose », quand on écrit, peut-être qu'on devrait plus, parmi les écrivains algériens, oh là, le lapsus français, il faudrait qu'au moins vous devez encore servir à quelque chose. Voilà, il faut faire, voilà. Bon, mais c'est vrai que cette sentence de « tu nous proposes pas d'issue », je l'ai vraiment pris comme « tais-toi ». Comme si on m'avait dit, il faut... Et sans dramatiser, mais pour moi, j'écris, ça fait pas... C'est là que j'existe. Ça m'a déséquilibrée. Ça m'a déséquilibrée et je pouvais ne plus écrire, quoi. Enfin, il y a vraiment eu un moment de saisissement. Voilà, donc il a fallu quand même... voilà, il a fallu du temps. Écoute, je suis tenté de relire un peu une des réponses que tu m'as faites à cette interview du 17 février 2010. Parce que c'est un peu dans le même sens et on dirait un extrait d'un tes romans. Tu dis « Je suis l'enfant de ces deux-là, des lutteurs forcément, héritière illégitime, improbable, ou trait d'union en perpétuelle tension. Le sentiment d'illégitimité, s'il ne vous fixe pas dans un doute permanent, vous propulse de toute la force de la nécessité d'être et vous donne donc une liberté particulière. Bien sûr, bien sûr, il y a eu ce choc dans l'enfance, mon saisissement devant la violence inouïe de cette histoire-là, celle de la France et de l'Algérie, mais je n'y ai pas vu que des ombres. Doit-il y avoir une emprise à vie de cette histoire? Préempte-t-elle la vie de nos enfants, de nos petits-enfants? Doit-on construire une généalogie de vie fracassée ou fêlée? Toute identité personnelle est mouvante, on ne fiche bien que les morts. Quel que soit l'héritage familial historique, se construire en tant qu'individu est un défi, pour peu qu'on renonce à se poser à vie en créancier de nos parents, de nos grands-parents, de nos féroces ancêtres. Je n'ai pas le goût de la dette et du malheur. Voilà. Le livre était déjà en gestation. Il était là. Oui. Parfaitement. Oui, j'allais. La mort. L'accent est mis sur L'accent est mis sur les rapports de ces jeunes, des questionnements. Et ce qui m'échappe, c'est leur rapport dans la société. C'est-à-dire que toutes les questions qu'ils se posent, ils se débattent ou, en tous les cas, ils sont aux prises avec la société. Et ça m'échappe. C'est-à-dire que ça n'apparaît pas du tout, depuis tout à l'heure, ce sont les rapports, les questionnements des jeunes, et puis, et comment ça se passe, pourquoi ça se passe. C'est-à-dire, ce qui m'échappe, c'est leur place, parce que ça n'est pas seulement leur place, effectivement. Oui, mais ils sont en rapport, il y a quand même des interactions. S'ils se posent toutes ces questions, c'est qu'ils sont dans une société, et c'est cette société que je ne sens pas du tout, pas dans le livre, parce que je ne l'ai pas lu, mais dans ce que nous disons depuis tout à l'heure, c'est-à-dire des questionnements
Mais les questionnements ne tombent pas du ciel. Hein. Ils sont dans une société. C'est les interactions qui m'échappent, que je ne vois pas du tout. C'est-à-dire que pour vous, la société, c'est-à-dire vous voulez définir ça comment? Je ne sais pas, quand on se pose des questions et qu'on vit quelque part, c'est le contexte qui fait qu'on se pose des questions. Ouais, elles ne viennent pas toutes seules. C'est pas, en fait, si vous voulez, si vous lisez des livres, vous verrez qu'ils sont ancrés. Hein, là, c'est vrai que la rencontre elle se fait au bord d'un lac. Mais dans le livre, on voit qu'ils sont, qu'ils viennent du quartier des Sureaux, qu'à un moment ils sont partis. C'est-à-dire que je peux. Sinon, je veux bien vous lire le livre. Non, mais dans l'exposition que vous faites aujourd'hui, ça m'échappe. Moi, je travaille sur l'intime. Donc, si vous voulez, sur les sentiments, sur le. Ça tombe pas du ciel. Les sentiments, hein, ils viennent des autres. Je ne sais pas préciser votre question parce que je ne vois pas ce que vous voulez dire par rapport à la société. Quelle est leur raison sociale? Où habitent-ils? Leur adresse? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, leur adresse, j'en ai rien à faire. Non, je veux dire que toutes les questions, les questions que les jeunes se posent, elles viennent comment? Pas parce que c'est pas l'intime seulement, c'est-à-dire qu'ils sont aux prises avec cette société, quelle qu'elle soit, c'est tout. Et c'est cette société que je n'ai pas perçue depuis tout à l'heure. C'est ce qu'on leur renvoie. Alors là, en l'occurrence, dans Des Cœurs Lents, on voit qu'ils ont grandi dans un quartier de banlieue, qu'au moment de l'affaire du foulard, où ils étaient très jeunes, il y a des tas de choses qui les situent, si vous voulez, et on voit en fait les effets dans leur vie et dans la relation. Mais je peux pas vous... il faut je crois qu'il faut lire le livre. Non, mais je veux dire que dans l'exposition, que vous faites... On n'en expose pas tout, on est sur un certain nombre de points pour susciter la discussion. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire, mais là, je peux pas, de façon générale, en plus. Vous voyez, chaque livre est différent, et là, dans ce livre-là, en tout cas, c'est à travers les générations de voir comment des enfants, comment la génération des jeunes essaie de prendre ce qui leur donne une assise et savent mieux que nous, peut-être notre génération, savent mieux que nous mettre à distance ce qui ne peut pas leur servir pour vivre et pour travailler et pour aimer. Vous voyez, mais je vous dis ça, et quand je vous dis ça, j'ai l'impression que je fais de la sociologie, mais en fait, c'est des choses simples, hein, c'est pas abstrait, c'est pas un livre qui parle. C'est tout. J'imagine bien qu'ils sont installés quelque part, et qu'ils réagissent. Oui, ça y est. Tu donnes le micro à Halil, là. Oui, je voulais. Moi, j'étais intéressé par l'histoire de l'éditeur, le changement parce que ça nous place dans c'est une question d'actualité en ce qui concerne les écrivains algériens francophones. C'est vrai qu'on reproche souvent aux éditeurs français d'imposer une espèce de grille d'écriture aux écrivains, de leur dire ne dites pas ceci, par exemple la guerre d'Algérie, c'est un sujet tabou. Mais d'un autre côté, il y a une suspicion aussi qu'on retrouve en Algérie, dès qu'un écrivain est édité en France par un éditeur connu et qu'il est encensé par la presse, ça devient immédiatement un harki. C'est-à-dire, on leur prête... Oui, mais c'est la vérité, on est en plein dedans. On a vu le procès fait à Kamel Daoud, à Sonsal, et plus récemment à une jeune écrivaine, Kawthar Hadimi. Kawthar Hadimi, on lui a même dit tu n'es pas une écrivaine, on la soupçonne de ne pas avoir d'inspiration du tout, d'avoir acheté des briques, du ciment et tout, de faire une construction, de faire un mur comme ça, juste pour faire acheter ce mur aux Français. C'est un peu le truc. Mais c'est vrai qu'il y a une suspicion qui est de part et d'autre. Mais je voudrais corriger, en fait, chez mon éditeur, l'éditeur précédent, chez qui j'ai publié quand même 4 livres, j'ai été tout à fait libre
hein, d'écrire, de travailler. Et d'ailleurs, je voudrais dire que distinguer ce qui a pu être la réception du livre par mon éditrice d'une décision au-dessus de mon éditrice, voilà, hein, mon éditrice, j'ai toujours eu la liberté de, vous voyez, c'est une décision autre, hein, je fais au-dessus de mon éditrice, en tout cas, mais moi ce qui m'a intéressé, c'est sur le fond, vous voyez, en dehors du fait que c'est jamais agréable, hein, c'est pas ça, mais j'ai envie de dire c'était un désaccord mutuel, vous voyez. Parce que, mais moi, ce qui m'a intéressé, et c'est pas mon éditrice, vous savez que dans les maisons d'édition, il y a aussi plusieurs éditeurs, et puis il y a le directeur, enfin celui qui impulse, celui qui choisit la politique éditoriale, voilà. Non, j'ai eu la chance d'avoir un éditeur qui, voilà, où il y avait il y a une pluralité, il y avait peut-être, je ne sais pas si vous parlez à l'imparfait, mais en tout cas il y a une pluralité d'univers, d'auteurs, etc. Donc je n'ai pas été on m'a pas empêché d'écrire et tout. Par contre, j'ai eu, et on m'a jamais dit, écris ça, n'écris pas ça, voilà, pas du tout. Ce livre-là, c'est pas à n'importe quel moment, si vous voulez, qu'il y a d'un seul coup cette lecture. Bon, c'est bien que les éditeurs, ils sont quand même, ce qu'ils veulent, c'est vendre des livres. Sauver le livre, c'est que les gens achètent le livre. Bon, voilà. Ils font des choix. Et moi, vous voyez, il y a une part de moi qui accepte le fait que, voilà, en gros, on m'a dit, c'est pas très réconfortant tout ça, et puis en plus, tu nous parles de tout ça. Finalement, est-ce que c'est pas fini, toutes ces histoires-là? Hein, on est en 2012, non, c'est pas fini, la suite l'a prouvé. Bon. Mais ce qui m'intéressait, c'était ce qui était renvoyé sur cet univers, sur ce travail, et de dire, voilà, quoi. Et puis, est-ce que là c'est le rôle de la littérature? Est-ce que c'est le rôle de la littérature de trouver des issues? Ben oui, moi je sais que mon univers, voilà, en même temps, c'est pas géniard. Hein, il n'y a pas de victime, mais il y en a une quand même. Hein. Tahir, c'est une victime. Hein, c'est un personnage, voilà. C'est celui finalement qui expie, hein, c'est celui qui est sacrifié quand même. Hein, quand on regarde son parcours et ce qui lui arrive finalement, comme s'il fallait qu'il y en ait un qui soit sacrifié pour que les autres s'en sortent. Hein, vous voyez, même si personne n'a décidé de ça, c'est quand même ce qui lui arrive. Voilà. Mais ce que vous dites, par contre, ce qui est intéressant, oui, vous avez raison, hein, par rapport à des écrivains algériens. Bon, moi je suis écrivain français. Voilà. Par rapport à des écrivains algériens qui sont critiqués, voilà, parce qu'ils sont publiés en France, moi je les comprends. Si les écrivains algériens, ils ont envie d'être lus, s'ils écrivent en français, moi je comprends qu'ils soient heureux que leur œuvre et que leur écriture soit connue, soit lue, voilà. Maintenant, je voudrais quand même dire quelque chose. C'est vrai qu'on va dire que il y a une écoute, il y a une attente, enfin je veux dire, c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Il y a une partie de ce pays quand même, hein, que ce soit, on va dire, la presse, les éditeurs qui ont envie de vendre leurs livres, etc. Eh ben, on est dans une époque, et ça a commencé avec certains auteurs qui se sont fait connaître, algériens, qui écrivent, enfin c'est leur droit, hein, et il y en a certains, j'aime bien leur écriture, d'autres moins. En tout cas, ça faisait quand même plaisir d'avoir des Algériens qui disent qu'ils aiment la langue française, qui écrivent en français, et ça, voilà, ça plaît, et ça a plu. Et s'ils critiquent leur pays, eh ben pourquoi pas, j'ai envie de dire, vous voyez, chacun, l'écrivain est libre, mais les limites de ça, parce que moi aussi, il y a des choses qui m'ont gênée, l'écrivain, il est responsable de ce qu'il écrit, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les écrivains, on va vous demander, on va vous inviter sur des plateaux, on va vous faire parler de tout, de n'importe des sujets de société. Et je ne suis pas sûre que ça soit toujours pertinent, un écrivain sur des sujets-là. Et après, ils en prennent plein, on va rester poli, hein, ils en prennent plein la figure, tous ces écrivains, hein, aussi. Voilà. Mais j'ai envie de dire, ils ont droit, ils sont libres aussi d'écrire et de... Voilà. Par contre, c'est vrai que ça fait plaisir en France, aux libraires, à la presse, aux politiques, d'avoir des écrivains algériens. Du coup, je vais vous raconter une anecdote. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas longtemps, je vais à Saint-Denis, dans une librairie, et je vous assure qu'elle est authentique, cette histoire. Et comme j'étais en avance, hein, je devais participer à une rencontre,
comme ça, ce soir. Et comme j'étais en avance, une librairie, je vais dans une librairie, il fait chaud et j'aime bien les livres. Et c'était presque la fermeture. Et à ce moment-là, il y a un jeune homme qui rentre, métis, pour que vous ayez vraiment toute la situation, et qui dit, pas un ado, hein, 25 ans, 30 ans, et il demande à la libraire, il dit, voilà, est-ce que vous pourriez me conseiller un roman, un livre, alors comment vous dire, je veux que ça, alors, qui parle de la guerre d'Algérie, mais je veux pas un livre sur la guerre d'Algérie, je veux un livre où ça joue un rôle, ouais, non, mais je vous assure que l'histoire est vraie, hein. Donc, il fonce d'abord, elle fonce, la dame, sur le livre qui est sorti... Alice Zéniter. Bravo, exactement. Elle fonce sur le livre d'Alice Zéniter, et je trouvais qu'effectivement, ça répondait tout à fait à la commande. Et puis après, elle tourne, et puis elle ne savait pas trop, donc elle va vers le dernier livre de Kamel Daoud, elle le prend, et elle dit, alors, écoutez, ça, enfin... C'est pas sur la guerre d'Algérie, pas vraiment, c'est pas un livre sur la guerre d'Algérie. Alors attendez, comment vous dire, vous voyez, vous savez, il y a eu ces écrivains algériens, vous savez, Kateb Yassine, tout ça. Alors eux, leur dilemme, c'était qu'ils écrivaient dans la langue de l'oppresseur, voilà, et que c'était quelque chose qui était là, enfin voilà, qui les travaillait, hein, voilà. Alors, moi, je suivais le raisonnement, hein. Et donc, vous voyez là, dans ce livre, cet écrivain, Kamel Daoud, il raconte comment, là, c'est la langue française qui l'a libéré. Il a choisi la langue française parce que l'oppresseur, c'est la langue arabe. C'est extraordinaire. Tout est dit. Et c'est pas la faute de Kamel Daoud, hein. Tout est dit. Quel rapport avec la guerre d'Algérie? Ah ben oui, je vois. Là. Ah mais c'est extraordinaire cette histoire. Et j'allais dans une rencontre là, et je ne l'ai pas raconté à la rencontre, mais je l'ai raconté avec les gens à qui j'étais. J'ai dit c'est extraordinaire le raisonnement. Ben voilà, voilà, par rapport à ce que vous remarquiez. Hein, mais c'est pas de la faute de ces écrivains-là. Est-ce qu'il y a encore d'autres... Oui, non, non. Écoute, merci Tassadit. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir, de parler de ton travail. Si je comprends bien, le prochain, c'est dans 3 ans. Parce que c'est tous les 3, 4, 5 ans. Oui, il faut du temps. Oui, alors merci. Certaines activités de l'ACB prochaines, le mercredi 14 et le vendredi 16 février, une pièce de théâtre dans cette salle. Ça s'appelle La Dernière. Je crois que c'est une création collective mise en scène par Christiane Corté. Le 17 février, c'est le finissage de l'exposition que c'est un mot auquel j'arrive pas à me faire. Finissage, ça s'utilise beaucoup. Décrochage, finissage. De l'exposition de peinture d'Aurélien Rupp. Et le mercredi 21 février, j'aurai le plaisir de recevoir Houssine Boukella, CD bémol, pour un album qu'il a fait qui s'appelle l'Odyssée de Foulaï. Ce sont des chants berbères antiques, et Foulaï c'est le nom berbère d'Apulé. Hein. Donc c'est l'Odyssée d'Apulé. C'est mercredi 21 février à 19h, et il a promis même de faire quelques chants a cappella. Voilà. Le 26 février, une exposition de Daniel Zemmour, ça s'appelle Portrait femme berbère. Donc vernissage 28 février. Et le mercredi 7 mars, les prochains guillemets de l'ACB, c'est Malika Fessir pour un roman qui s'appelle Gaï sous la Renaissance. Elle sera reçue par Marie-Joëlle Rupp. Et merci beaucoup. Tassadit va signer son livre et on va prendre un pot tous ensemble. Merci.